Notre planète regorge d'espèces animales, toutes différentes, et d'endroits magnifiques encore inexplorés par l'être humain. Mais parfois, quand les personnes les plus vulnérables subissent la colère de la Terre ou celle des hommes, que la planète s'embrase et se transforme, des populations faibles et innocentes se retrouvent seules face au désespoir. Urgence humanitaire. Événements ou série d'événements qui constituent une menace sérieuse pour la santé, la sécurité ou le bien-être d'une communauté ou d'un groupe de personnes sur une zone étendue. Chaque jour, des personnes s'engagent pour venir en aide aux autres. Je suis allé à leur rencontre pour comprendre leur quotidien. Le Secours Islamique France est une organisation humanitaire internationale basée en France depuis 33 ans. En fait, le CIF travaille dans trois types de contextes. On va parler du contexte français, parce que nous sommes une association sociale qui fait de l'urgence sociale, qui fait de l'accompagnement socio-économique ici en France, parce qu'il y a une grande pauvreté ici en France. On fait de l'hébergement d'urgence. Et puis, on fait à l'international toute cette partie donc urgence humanitaire, donc des catastrophes naturelles ou les situations de guerre. Pour ceux qui ne le savent pas, le Secours Islamique France, le CIF, est né avec les urgences. Donc, c'est une organisation urgentiste dans l'âme. L'ADN de notre organisation, sont les urgences. Le CIF a une histoire de plus de 30 ans. Donc, on a pu construire donc, cette légitimité, cette expertise sur nos secteurs d'intervention, mais aussi auprès des pouvoirs publics. On va avoir des personnes qui sont spécialisées de l'enfance parce que secourir un enfant dans une urgence ou l'aider, c'est pas la même chose que aider un adulte. Aider une femme, c'est pas la même chose que aider un homme. Et donc, on s'adapte en fonction, bien sûr, de la situation. Et quand ça arrive comme ça, d'un coup, en même temps, on est plus stressé. La bande de Gaza. Le Gaza. De Gaza. Conséquence directe du 7 octobre, les populations civiles de Gaza vont vivre pendant de longues semaines sous un déluge de bombes et des bombardements incessants. Vers 7 heures du matin, nous avons entendu des bombardements autour de nous. Et 2 heures plus tard, il y a eu encore plus de bombardements. La nuit, nous n'avons pas pu rester dans nos maisons. Ensuite, nous avons pris des nouvelles les uns des autres pour comprendre ce qui se passait. Car certains d'entre nous habitaient Rafah, d'autres Gaza City, Jabalia ou encore Beit Hanoun. Et nous ne savions vraiment pas ce qui se passait. C'est un conflit assez déchirant, on va dire. Pour nous, déjà, pour les équipes, j'imagine pas. On ne peut pas mettre les choses sur le même plan quand on est nous-mêmes secoués alors qu'on est à quand même 4-5 000 kilomètres de là. On ne peut pas dire qu'on peut imaginer ce que les gens qui sont au plus près de la chose vivent. La première rue bombardée se trouvait à 100 mètres de mon appartement. Et c'était très effrayant. C'est arrivé à 9h du soir, presque 9h. Nous avons entendu des bombardements continus. Le bâtiment a commencé à trembler et pendant un laps de temps, nous ne savions pas quoi faire. Qu'est-ce qui se passe? Un puissant tremblement de terre vient de frapper le centre du Maroc avec une magnitude de 6,8 selon l'Institut de géophysique américain.
au Maroc, les zones qui étaient les plus touchées, ce sont les zones montagneuses. Donc déjà en temps normal, les routes sont très sinueuses, donc il faut rouler très très doucement. Parfois même dans des zones, les camions, en tout cas les gros semi-remorques ou les gros camions ne peuvent pas y accéder. Donc ça là, il y avait une difficulté à un moment donné d'accessibilité et de transport. Il y avait aussi les difficultés de disponibilité de certains types de produits aussi. Donc parfois dans les situations d'urgence, forcément, vous avez les autorités qui vont avoir besoin de ces produits-là. Vous avez l'ensemble des ONG, donc tout le monde va acheter auprès des fournisseurs. Et parfois, il peut y avoir des ruptures de stock, donc il faut attendre que ça s'alimente à nouveau. Et ensuite aussi, parfois, la problématique, ou en tout cas la difficulté, c'est au niveau de la distribution. Moi, je me rappelle d'une femme, quand on a apporté son colis, à ce moment-là, c'était une personne âgée qui était un peu assise sur le côté. Moi, j'ai apporté le colis et je voulais lui parler. Mais elle a pas réussi à parler, elle a commencé à pleurer. Et moi, tout de suite, je me suis dit, mais je peux pas juste lui dire est-ce que ça va? Parce qu'en fait, ça va pas. Enfin, je veux dire, ils ont vécu des moments très difficiles. Et parfois, juste le silence, juste une présence, ça peut en dire long de ce qu'ils peuvent traverser parfois. Il y a un monsieur qui m'a dit, je lui demandais par rapport à ce qu'ils ont besoin, ce qu'il a perdu dans le séisme, après le séisme. Il m'a parlé du moment où le séisme est arrivé, qu'il n'était pas dans sa maison et qu'il a laissé ses enfants dans sa maison avec sa femme. Et le moment où le séisme a frappé, lui, le premier réflexe qu'il a eu, c'est de revenir rapidement chez lui, rapidement pour essayer de s'assurer que sa famille n'est pas en danger ou est sauf. Le moment lorsqu'il est arrivé, il a trouvé que toute la maison s'est effondrée. Donc il a commencé à crier, à appeler ses enfants, à appeler sa femme, et ils ont pu le répondre. Ils étaient sous les décombres, avec tous les décombres en face de lui, avec rien dans les mains pour essayer. Donc il a commencé à essayer un peu de soulever les pierres, les décombres qu'il avait devant lui. Et donc ça a pris beaucoup de temps, ça a pris plusieurs heures, au moment que la conversation s'est arrêtée. Donc il a cessé de recevoir leurs réponses à ces questions. Donc lui, il essayait un peu de rester avec eux en leur parlant, et il répondait. Et à un moment donné, il y avait rien, donc il a perdu toute sa famille, il a perdu 3 enfants et sa femme, donc sous ces décombres. Il n'y a pas mieux que de repartir à zéro, reconstruire sa maison, mais je ne pense qu'à eux, tous les 3. J'aurais rêvé que mes enfants s'installent dans cette nouvelle maison. On ne peut pas mesurer, la personne, après ça, elle te dit oui, Dieu merci pour tout. On sait que c'est comme ça, on sait qu'on ne peut rien faire là, mais nous, là, on est dans une situation aussi, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi répondre. Donc nous, on essaie d'analyser le besoin directement, mais là, ça nous... Par exemple, cette conversation, ça te met beaucoup de pression que t'arrives même pas à continuer à demander à la personne qu'est-ce qu'elle a besoin, parce que la personne a perdu ses proches. D'un côté, on n'a pas envie de rentrer trop dans leur intimité, on a envie de respecter en fait ce qu'ils vivent. On n'a pas envie d'être spectateur et d'être dans un truc de tourisme. On vient vous aider, on est des sauveurs. C'est pas une posture qu'on apprécie. Et naturellement, les gens peuvent vous mettre un peu dans cette posture-là parce qu'on apporte quelque chose, on apporte une aide. Et parfois, ça peut être le premier visage qu'ils ont vu depuis la catastrophe. Donc forcément, c'est très intense. Mais c'est vraiment une vraie leçon de vie. Parce qu'il y a la main qui tend et il y a la main qui prend. Mais je trouve qu'ils ont beaucoup plus à nous apporter. Ça fait un peu cliché de dire ça, mais en vrai... c'est une chance de pouvoir apporter une aide parce que j'aurais pu être à sa place, elle aurait pu être à la mienne et être dans une attente d'une aide extérieure. Je trouve que c'est difficile, ça demande de la résilience, ça demande beaucoup de patience, ça demande une force. On n'est pas à leur place. Parfois, il y a une zone qui a été médiatisée, donc tout le monde, toute l'aide va se concentrer ici, mais parfois il y a d'autres zones qui ont été touchées et qui malheureusement sont parfois délaissés. Et nous, Secours Islamique France, c'était le cas aussi au Maroc. On s'est justement intéressé aussi
à des zones montagneuses qui avaient été justement un peu délaissées et mises de côté, ou en tout cas où la plupart des ONG, des associations n'étaient pas allées tout de suite. On s'est dit, peut-être que là, il faut leur donner des kits de cuisine pour commencer à préparer ce qu'on va leur donner, parce que ils vont pas rester comme ça juste quelques jours. Là, ils vont commencer à vivre sous des tentes, ça va être plus long. Donc, il faut leur donner ça pour subvenir à leurs besoins. Donc, on a dit kit de cuisine, c'était notre réponse à nous. Et on s'est dit hygiène, parce que on sait, dans ces situations-là, les maladies se propagent très vite, c'est une urgence. On pense eau, on pense alimentation, mais l'hygiène, c'est essentiel. C'est vrai qu'en général, quand on parle d'aide humanitaire, on pense tout de suite à l'aide matérielle, c'est-à-dire apporter de la nourriture, de l'eau, des couvertures, essayer de trouver des abris temporaires, etc. Et c'est vrai qu'on n'a pas ce réflexe systématique tout de suite de penser au côté, à l'impact psychologique que peut avoir justement une catastrophe naturelle, notamment chez les enfants. Alors pas que, parce que les adultes aussi peuvent ressortir de ce type d'événement traumatisés, mais les enfants qui sont fragiles et qui sont très vulnérables, encore plus. On peut dire à un adulte, par rapport à sa compréhension de ce qui s'est passé, donc partie foi aussi, ils comprennent ce qui s'est passé. Les enfants, ils ne comprennent pas. Les enfants, s'ils ont perdu quelqu'un à cause d'un séisme, c'est quoi un séisme? Pourquoi ça arrive? Pourquoi nous? Donc là, on a essayé, nous, de travailler avec les enfants qui sont les plus vulnérables donc, par rapport à ça, et après, essayer de sensibiliser en parallèle leurs parents. Les enfants, en général, comment on dit ? Enfin, ils tournent un peu autour. Ils sont là, ils reçoivent les colis, ils courent, ils sont contents de porter, d'amener. Il y en a qui parfois vont venir et vont dire « Est-ce que vous pouvez nous amener des ballons la prochaine fois ? On aimerait bien des jouets. » et tout. Donc, les enfants, on voit pas autant le deuil ou la difficulté dans le regard d'un enfant comme on le voit dans le regard d'un adulte. Mais on sait que c'est des moments qui pourront impacter toute leur vie s'ils ont perdu un proche ou s'ils ont juste vu leur maison s'écrouler ou celle d'un voisin, ou peu importe ce qu'ils ont vécu. On sait que c'est des traumas qui peuvent rester. C'est une urgence en soi. Ils ont besoin de jouer, ils ont besoin de penser à autre chose, ils ont besoin d'être dans le centre de nos attentions. Et pour nous, c'était quelque chose auquel on a pensé dans le projet qui a suivi, avec du soutien psychosocial dans les écoles, avec du suivi de cas d'enfants qu'on a identifiés, avec un trauma qui a été enfoui, etc. Donc on a essayé de les suivre jusqu'au bout, apporter des jeux, des activités. Pour nous, c'est une forme d'urgence qui est différente. Ça se mesure pas en colis, ça se mesure pas en matériel, mais c'est essentiel pour eux. Par exemple, au sujet de l'impact des crises sur les enfants, pour vous donner un exemple, nous avons fait tout récemment une campagne qui visait à alerter sur les impacts de la crise au Liban, sur la santé mentale des enfants, notamment les enfants déplacés par la crise. Donc, comment on s'est pris? On a demandé à ces enfants-là, de ces jeunes qu'on accompagne, de s'exprimer via le dessin, qui nous montre l'impact de la situation sur leur santé mentale. Il y avait des enfants en pleurs, des enfants qui dessinaient des avions, des bombes, voilà, des enfants qui exprimaient aussi des dessins de leur maison détruite. C'est des dessins qui sont assez forts, qui montrent vraiment d'une façon directe ce que les enfants peuvent vivre, et donc ça nous permet aussi de souligner que les réponses d'urgence, c'est pas juste distribuer de la nourriture ou de l'eau, c'est accompagner ceux qui sont les plus vulnérables, plus impactés, et tout en leur demandant de participer à cet accompagnement. Lorsque les catastrophes se succèdent, que la joie de vivre a laissé place à la solitude, que reste-t-il ? L'innocence de ce jeune garçon me pousse à me dire qu'aucun enfant ne devrait jamais voir ses espoirs s'envoler et qu'il devrait toujours y avoir une personne à ses côtés pour lui permettre d'appréhender la vie et l'horizon de la meilleure des manières. À Gaza, le CIF parraine 4500 orphelins. À cause de cette opération militaire, ils ont dû quitter leur maison.
La scolarité a été interrompue. Les écoles ont été détruites, avec tout le reste à Gaza. Une fois l'opération militaire interrompue, ça a été un désastre pour les orphelins. Le système bancaire s'est effondré et nous n'étions plus en mesure de leur fournir la bourse. Nous avons perdu le lien avec eux durant des mois. Et lorsque nous avons pu de nouveau rentrer en contact avec eux, nous avons découvert que certains avaient été tués. D'autres ont perdu leur mère ou leurs maisons ont été détruites. Ils vivent dans des tentes, certains dans la rue. Ils n'ont pas pu trouver d'endroit où aller parce que le nombre de tentes était insuffisant. Jusqu'à présent, il n'y a pas assez de tentes pour la population et les gens continuent de souffrir. On a un programme qui s'appelle le parrainage d'orphelins, des enfants orphelins. Donc on est à plus de 10 800 orphelins parrainés. À Gaza, on est à 4 800. Nous allons augmenter, suite à l'arrêt des hostilités là-bas, à 1500 enfants orphelins de nouveau à les parrainer. Et les enfants orphelins avec leur maman, et on a un volet d'accompagnement psychologique, effectivement. Parce qu'une maman qui vit seule avec ses enfants, c'est pas évident. Dans certaines sociétés, il y a la maltraitance des enfants, donc la violence familiale. Voilà, la situation est très complexe et ce côté-là est très important, il est fondamental même. La bourse fournie par le CIF était très importante pour les orphelins, parce qu'ils ont dépendé beaucoup. Ce qui est positif, c'est qu'on a continué à distribuer les bourses de parrainage régulièrement. Je veux dire, les familles d'orphelins s'organisaient en conséquence. Cela a été très apprécié. Nous avons reçu beaucoup de réactions positives de la part des familles d'orphelins. Et elles remercient le CIF d'avoir effectué les paiements rétroactivement. Et Inch'Allah, à partir de maintenant, nous verserons régulièrement la bourse pour les orphelins afin qu'ils puissent l'utiliser pour subvenir à leurs besoins. Mayotte a été balayée par des vents à plus de 220 km/h. Inondation en Bouini, débordement, toutes les maisons sont débordées là. J'ai plus de maison, Chido a tout pris. Voilà 3 jours qu'on n'a pas d'eau. Un minima qui nous remettent l'eau s'il n'y a pas d'électricité. Alors moi c'était une première, cette urgence à Mayotte pour moi. J'avais jamais vu de zone qui a subi une catastrophe naturelle. J'appréhendais un peu cette mission avant d'y aller. Au début, la première chose qui nous choque, c'est surtout en fait tous les dégâts qui sont causés dans la nature. Donc on voit où en fait les paysages sont complètement dévastés, des arbres sont complètement déracinés. Donc le cyclone Chido a vraiment détruit le paysage de Mayotte qu'on nous décrivait comme paradisiaque auparavant. Déjà pour accéder les premiers jours à Mayotte, c'était très difficile. On se coordonnait avec les préfets de l'île de la Réunion pour pouvoir y aller. Donc la base arrière était à l'île de la Réunion. On a une délégation régionale, pas opérationnelle, mais juste représentative. Et tout de suite, on a pu faire tout ce qu'on avait besoin à l'île de la Réunion et on a transféré ça à Mayotte. Et on a distribué de l'aide alimentaire. Une fois que la nuit était tombée à Mayotte et que nous, on était du coup en bas de Kaweni, et en fait, il suffisait juste de lever la tête et de voir qu'il n'y avait aucune lumière dans ces montagnes. Donc on comprend en fait qu'il n'y a pas d'électricité du tout. Donc qui dit pas d'électricité, pas d'eau potable non plus. Et en fait on comprend dans quelle situation ces gens vivent. Mayotte, je peux dire que c'est un scandale. Si je veux faire plus d'impact politique ou des choses comme ça. Comme je peux vous dire, c'est un contexte hybride. Nous sommes en France à Mayotte. On n'oublie pas que nous sommes en France. Donc c'est le cadre légal français qui s'applique. Non, nous on sait faire ça. On est une association sociale. Donc, on intervient en France. Sauf qu'à Mayotte, on n'a pas voulu intervenir comme on intervient ici. On intervient ici en Hexagone parce que le contexte est différent. Et en fait, le contexte, c'est un contexte d'intervention humanitaire internationale. Moi, ce qui m'a touché à Mayotte, c'était de voir aussi la solidarité de tous les Mahorais. Pas uniquement les personnes
qui ont été le plus touchés par la catastrophe, mais toutes les personnes, les politiques. Donc on a pu rencontrer le maire de Mamoudzou qui était très investi sur la cause, sur les distributions menées par le CIF. Tout le monde s'est mobilisé pour cette urgence. On a pu distribuer dans à peu près 6 communes des kits alimentaires et des kits d'hygiène pour les plus vulnérables. Et dans chacune de ces distributions, on avait à chaque fois des locaux. Ils se sont mis dans la peau d'un bénévole du CIF pendant 1 heure, 2 heures pour pouvoir distribuer, pour pouvoir faire en sorte que tout se passe au mieux dans leur quartier. On a été vraiment remerciés par la population, par les personnes qu'on a aidées et par les personnes qui nous ont aidés aussi également pour pouvoir rendre cette action d'urgence une réalité. Le CIF est une organisation humanitaire internationale. La raison d'être, c'est de participer à l'élan de générosité, à atténuer, si vous voulez, la catastrophe ou à atténuer la souffrance de ces populations. Alors, durant toutes ces années-là, je peux citer des dizaines de pays où on avait intervenu, le Bangladesh, le Pakistan, le Népal, les Philippines pour les inondations, les pays du Sahel, Madagascar, avec ses crises continuelles, le terrible tremblement de la Turquie qui a frappé la Turquie et la Syrie. Moi, personnellement, je me suis déplacé pour cette région-là. Le tremblement de terre du Maroc, les inondations de la Libye, et j'en passe. Donc, toutes ces crises-là nous ont mobilisés, et forcément. On avait une équipe en Syrie qui a commencé à travailler pour répondre aux besoins des populations syriennes. Et en Turquie, on n'avait pas d'équipe. Donc, on avait déjà nos contacts sur place. Donc, tout de suite, on a choisi, parce que c'est très important de choisir les profils des personnes pour aller sur place. Donc, on a envoyé une équipe en Turquie. Le coordinateur du Croissant Rouge turc dans la zone d'intervention, c'est quelqu'un qui était au Sénégal, qui connaissait le CIF. Donc, tout de suite, il nous a facilité la chose et on a fait les premières activités. Là, on est à Kahramanmaraş. Comme vous pouvez le constater, c'est l'un des 2 endroits qui ont été les plus touchés par le séisme et les dernières répliques. Donc l'équipe du CIF est là cet après-midi pour évaluer la situation. On voit l'état des ruines, on ne peut pas y habiter. Nous-mêmes, on fait vraiment attention parce que les bâtiments qui sont encore debout risquent de tomber. La Turquie, la particularité, c'est qu'on est dans un pays riche et du coup, on est allé dans des zones où en fait, on a des personnes même de classe moyenne qui sont devenues bénéficiaires. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces gens-là étaient dans une zone, par exemple, résidentielle. Tout a été rasé. Et du jour au lendemain, ces gens-là, ils ont perdu leur maison, leur travail, ils avaient que leur voiture. Et du coup, quand on allait dans des camps, on avait des bénéficiaires qui avaient une belle voiture, une voiture qui était garée à côté de la tente ou du mobil-home dans lequel ils résidaient. On pourrait penser, mais la personne, elle a une voiture, finalement, elle est riche, etc. Mais non, en fait, elle avait autant besoin que, par exemple, les réfugiés syriens qui étaient depuis beaucoup de temps là-bas et qui vivaient un petit peu dans des bidonvilles ou autres. Et là, nous, on a travaillé beaucoup avec des partenaires, justement, qui s'occupaient des réfugiés syriens en Syrie. Et tout de suite, on a identifié qu'il était peut-être un maillon un peu faible dans la réponse du gouvernement turc. Et donc, du coup, on a tout de suite intervenu dans ce domaine. Donc, c'était important. Et donc, on a fait de l'aide alimentaire et une aide non alimentaire. Le CIF a ouvert son bureau au Pakistan en 2010 suite à des inondations monstres dans ce pays. Donc c'est un pays qui connaît beaucoup d'inondations dues à la mousson. Donc et chaque année, il y a la mousson, donc, qui génère des inondations. Maintenant, il y a des inondations qui après dégénèrent ou qui seront beaucoup plus importantes que d'autres. Et c'est là où on les appelle plus donc des catastrophes naturelles, on les appelle des catastrophes climatiques, parce qu'on sait que ça génère et ça vient de ce changement climatique. Et donc le CIF intervient au Pakistan depuis des années auprès des populations justement qui sont victimes de ces inondations. J'étais dans un village dans le Sindh où les gens me montraient des vidéos et des photos où on voyait les gens marcher jusque-là. Donc ils avaient l'eau jusque-là et ils marchaient pendant 2-3 semaines avant de revenir chez eux quand l'eau
Et ce n'est pas des inondations type Derna en Libye où il y a un barrage qui cède et qui emmène tout. En fait, c'est l'eau qui monte. Et vous voyez l'eau monter et à un moment donné, vous êtes coincé, vous ne pouvez plus bouger. Le CIF, dans le travail, ne vient pas que aider. Quand il y a la catastrophe ou quand il y a un typhon ou un cyclone. Il met aussi en place des systèmes d'alerte précoce qui permettent d'éviter des prochaines crises ou d'adapter l'habitat à la nature de la crise à laquelle fait face une population, un pays donné. Depuis 2010, on a pris cette décision, je pense, qui était intéressante. Donc, toutes les récoltes, le stock des familles, on l'a surélevé. Donc, on a reconstruit, mais on a surélevé plus d'1 mètre, voire de 1,50 m, pour que, justement, quand l'eau passe, elle ne détruit pas tout déjà. Et puis, surtout, ils ne perdent pas leur récolte. Merci. Lorsqu'on parle d'urgence, on a souvent tendance en fait, à voir l'urgence, les grandes urgences dans les pays sous-développés. Mais il faut aussi savoir qu'il y a une réalité en France et qu'il y a aussi une urgence. Alors, même si elle n'est pas aussi urgente que dans les autres pays sous-développés, il y a quand même une urgence en France. En France, on a eu des centres d'hébergement pour les réfugiés quand il y avait énormément de réfugiés qui sont venus de Syrie, d'Afghanistan, etc. Donc, on avait géré des centres de réfugiés. Aujourd'hui même, on gère des centres d'abri également pour les demandeurs d'asile. Quand je vois des gens dans la rue, surtout des femmes, je suis très bouleversé, très touché. Et donc, on a décidé de tout mettre, tous les moyens, on a décidé de mettre en France pour justement la mise à l'abri. Donc, nous sommes très intéressés par la pauvreté et la misère de France et on essaie d'augmenter nos dispositifs, nos actions. Les obstacles sont multiples. Bien sûr, il y a la question des moyens pour répondre aux crises. Nous le voyons, il y a de plus en plus de crises. Les crises sont prolongées, sont complexes, sont dues à différentes causes. Et à côté de ça, on a de moins en moins de moyens. On fait face à des coupes importants, des financements institutionnels au niveau de la France, au niveau de l'Union européenne, au niveau global. À cela s'ajoutent, comme je disais, des contraintes d'accès, par exemple les questions sécuritaires. Nous savons que les personnes les plus vulnérables, qui sont à risque d'être laissées pour compte, elles se trouvent dans des lieux très éloignés. C'est les lieux les plus difficiles d'accès. Pourquoi elles sont difficiles d'accès ? Parce que soit on n'a pas les autorisations, soit parce que c'est des zones où la sécurité est très compliquée. Donc on a besoin aussi d'être en mesure de négocier, de travailler, d'influer pour que cette situation sécuritaire soit maîtrisée. Je pense que sans lui, sans le donateur, sans vous les donateurs, le CIF n'aurait jamais eu et n'a jamais été ce qu'il est maintenant. Et je pense qu'il ne pourra pas continuer à faire sa mission. Même si on a maintenant parfois 35, voire jusqu'à 40% de nos budgets qui proviennent des fonds publics dans tel et tel pays, mais en fait, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Pourquoi ? Parce que le fonds privé, le soutien du donateur fait deux choses pour moi. Ça fait que cette association reste une association populaire, et ça, c'est très important. Et le deuxième sujet, effectivement, il permet de nous donner l'autonomie, cette indépendance. Et surtout, je pense que la solidarité est un facteur de paix. Malgré la multiplication des crises ces dernières années, on est toujours étonné, en tout cas stupéfait de la générosité de nos donateurs. Quoi qu'il arrive, à chaque fois que nous les sollicitons, ils répondent toujours présents. Le séisme au Maroc, en Turquie, Syrie, le conflit à Gaza, toutes les catastrophes sur lesquelles nous avons mobilisé nos donateurs. Et ça, on les remerciera jamais assez, parce que c'est vraiment grâce à eux que nous pouvons continuer à agir. C'est pas anodin de se dire que des personnes nous font confiance pour une mission spécifique et de la mener à bien. C'est pas quelque chose de facile. C'est une très grosse responsabilité. Au fil de mes interviews, j'ai découvert des hommes et des femmes impliqués, sincères, dévoués, altruistes.
Des humanitaires conscients des défis auxquels ils auront encore à faire face et des imperfections qui peuvent parfois jalonner leur mission, mais qui leur permettent d'appréhender au mieux les futures crises, d'apprendre en permanence et de s'améliorer. Face à la détresse et parfois au danger, ils avancent. Ils poursuivent leur engagement sans relâche et agissent aux 4 coins du globe. Ils savent qu'ils ne sauveront peut-être pas le monde, mais ils changeront et amélioreront des quotidiens. Et c'est déjà bien.